Bonjour à tous, je m'appelle Dexter, j'ai 33 ans, je suis développeur de logiciels à Boston et j'ai grandi avec des parents contrôlants qui ont toujours favorisé ma sœur. Lorsqu'un emploi de rêve s'est présenté à Madrid, j'ai sauté sur l'occasion et vendu ma maison avant de partir. Je pensais avoir réglé tous les détails jusqu'à ce que je reçoive un appel affolé de ma sœur alors que je dégustais des tapas dans un restaurant local. D'une manière ou d'une autre, mes parents lui avaient donné les clés de ma maison, une maison qui appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Avant de vous raconter comment ma sœur s'est retrouvée dans la maison d'un inconnu, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Grandir dans la banlieue du Massachusetts n'était pas exactement l'enfance idyllique qu'on voit dans les films. Mes parents ont clairement fait savoir dès le début qu'il y avait une hiérarchie dans notre famille, et que je n'étais pas au sommet. Ma sœur Amanda, qui a maintenant 28 ans, a toujours été l'enfant prodige. Tout ce qu'elle faisait était célébré comme si elle venait de découvrir le remède contre le cancer, tandis que mes réussites passaient à peine sous le radar. Quand Amanda a intégré l'équipe de natation au collège, mes parents ont organisé une fête et ont invité toute la famille élargie. Quand j'ai été accepté au club de robotique et que j'ai gagné une compétition régionale, ils m'ont demandé si cela n'allait pas interférer avec mon programme de tonte de pelouse. Cela résume assez bien mon enfance. La disparité est devenue encore plus évidente à notre entrée au lycée. Amanda a eu une voiture pour son 16e anniversaire, une Honda Civic flambant neuve avec toutes les options. Le jour de mon 16e anniversaire, mon père m'a tendu un horaire de bus et m'a dit que l'indépendance signifiait se débrouiller par soi-même. J'ai fini par économiser pendant 2 ans, en travaillant dans une épicerie locale après l'école et les week-ends pour acheter une Ford d'occasion qui tombait en panne une semaine sur 2. C'est à l'université que la différence de traitement est devenue impossible à ignorer. Mes parents ont payé la totalité des frais de scolarité d'Amanda dans une université privée, ont couvert son appartement et lui ont donné une généreuse allocation mensuelle. Moi, ils m'ont fait asseoir avant ma dernière année de lycée et m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider pour l'université parce qu'ils économisaient pour les études supérieures d'Amanda. Je me souviens que ma mère a dit « Tu es intelligent et débrouillard, Dexter. Tu t'en sortiras. » Et je m'en suis sorti. J'ai cumulé 3 emplois tout en suivant un programme de cours complet à l'université d'État. J'étais assistant d'enseignement au département d'informatique, je remplissais les rayons la nuit dans un supermarché ouvert 24h24 et je faisais du développement web en freelance à côté. J'ai été diplômé avec mention et une dette minimale, entièrement grâce à mes propres efforts. Ma carrière dans le développement de logiciels a décollé plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai décroché un bon poste dans une entreprise de technologie dès la sortie de l'université et j'ai gravi les échelons régulièrement. À l'âge de 30 ans, j'avais économisé assez pour un acompte sur une maison modeste dans un quartier agréable en dehors de Boston, une maison coloniale de 3 chambres avec un petit jardin et un porche où je pouvais boire mon café du matin. Acheter cette maison a été une étape majeure pour moi. Elle représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, la stabilité, l'indépendance et la preuve que je pouvais réussir sans l'aide de mes parents. Quand je les ai appelés pour leur annoncer, la première question de mon père a été de savoir si j'avais obtenu un bon taux d'intérêt. Ma mère s'est demandé à voix haute si ce n'était pas une maison trop grande pour une seule personne. Amanda, qui était présente pendant l'appel, a immédiatement demandé quand elle pourrait venir pour un séjour prolongé. Malgré le favoritisme évident et des années à me sentir comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille, je n'ai jamais complètement coupé les ponts. J'ai réduit les contacts aux réunions de famille pour les fêtes et à des appels téléphoniques occasionnels, en gardant toujours les conversations légères et en évitant tout sujet qui pourrait mener à une confrontation. Je me disais que c'était de la maturité, mais avec le recul, je cherchais encore une approbation que je ne recevrais jamais. La dynamique familiale a changé il y a environ 8 mois lorsque le mariage d'Amanda s'est effondré. Son mari, un représentant pharmaceutique qu'elle avait rencontré à l'université, l'a quitté pour sa collègue. Amanda, qui n'avait jamais eu d'emploi à temps plein, s'est soudainement retrouvée sans le style de vie confortable auquel elle était habituée. Comme on pouvait s'y attendre, elle est retournée vivre chez nos parents, qui l'ont accueillie à bras ouverts et ont transformé leur bureau en chambre temporaire pour elle. C'est à ce moment-là que la pression sur moi s'est intensifiée. Ma mère a commencé à appeler chaque semaine avec des suggestions à peine voilées sur la façon dont je pourrais aider Amanda à se remettre sur pied. Mon père était plus direct, me demandant si je pouvais prêter de l'argent à Amanda pour un nouveau départ. Aucun d'eux ne semblait envisager qu'Amanda pourrait avoir besoin de prendre la responsabilité de sa propre vie pour une fois. Ta sœur traverse une période très difficile, disait ma mère, sa voix baissant à ce chuchotement culpabilisant qu'elle avait perfectionné au fil des ans.
La famille est de la famille, Dexter. J'ai maintenu mes limites tout en essayant de rester civil. J'ai proposé d'aider Amanda à mettre à jour son CV et j'ai utilisé certaines de mes relations dans le secteur pour lui obtenir des entretiens pour des postes de débutants. J'ai même suggéré qu'elle pourrait rester chez moi pendant une semaine ou deux pendant sa recherche d'appartement. Mais j'ai clairement fait savoir que je ne serais pas son filet de sécurité financier. Cette position a été accueillie avec une froide déception de la part de mes parents et des textos passifs-agressifs d'Amanda sur le fait que certaines personnes ne comprennent pas le sens de la famille. La tension montait, mais je la gérais. Puis est arrivée l'offre d'emploi qui allait tout changer. L'email de TechFusion International est arrivé un mardi matin au début du printemps. Au début, j'ai cru que c'était du spam. Une entreprise technologique internationale basée à Madrid voulait m'interviewer pour un poste de développeur senior. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais après quelques recherches et quelques appels préliminaires, j'ai réalisé que c'était légitime et potentiellement capable de changer ma vie. TechFusion étendait sa division d'intelligence artificielle et était tombé sur du code open source que j'avais contribué sur GitHub. Ils étaient impressionnés par mon approche de la résolution de problèmes et voulaient quelqu'un avec mes compétences pour rejoindre leur équipe. Le poste offrait une augmentation de salaire substantielle, des avantages sociaux complets et, plus séduisant encore, la chance de vivre en Espagne pendant au moins 2 ans. Ma première réaction n'a pas été une excitation immédiate. Au lieu de cela, j'ai senti un poids familier d'obligations familiales me retenir. Qu'est-ce que mes parents attendraient de moi si je déménageais à l'étranger? Me culpabiliserait-il d'abandonner Amanda pendant sa période difficile? Déménager à des milliers de kilomètres de là ferait-il enfin de moi le mouton noir officiel de la famille? J'ai appelé mon meilleur ami Tyler ce soir-là, arpentant ma cuisine en expliquant l'offre et mes réserves. Tu envisages sérieusement de refuser ça à cause de ta famille, a demandé Tyler, l'incrédulité évidente dans sa voix. La même famille qui t'a fait cumuler 3 emplois à l'université tout en payant l'intégralité des études de ta sœur? C'est compliqué, ai-je dit, même si à mes propres oreilles, cela sonnait faible. Non, ça ne l'est pas, a rétorqué Tyler. C'est en fait très simple. C'est ta vie, Dex, pas la leur. Quand est-ce que la dernière fois ils ont pris en compte tes besoins avant de prendre une décision? Cette question m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais me souvenir d'un seul cas où mes parents avaient priorisé mon bonheur ou mon bien-être par rapport à celui d'Amanda. Pas un seul. Au cours de la semaine suivante, je me suis plongé dans des recherches sur Madrid, les quartiers, le coût de la vie, la communauté des expatriés, l'industrie technologique là-bas. J'ai parlé avec des employés actuels de TechFusion par appel vidéo, leur demandant leurs expériences. J'ai consulté un conseiller financier sur les implications de travailler à l'étranger. Chaque information que je recueillais me poussait un peu plus à dire oui. L'entretien final avec TechFusion a scellé l'affaire. L'équipe était brillante et accueillante. Les projets qu'ils ont décrits étaient exactement le genre de travail stimulant que je désirais, et ils ont clairement indiqué qu'ils valorisaient l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une chose à laquelle mon entreprise actuelle ne faisait que de belles paroles. Lorsque l'offre officielle est arrivée, je l'ai acceptée en 24 heures. Je commencerai à Madrid dans 6 semaines. Annoncer la nouvelle à ma famille a été exactement aussi difficile que je l'avais prévu. J'ai appelé mes parents un dimanche après-midi, espérant les trouver de bonne humeur après l'église. Madrid, Espagne, a répété ma mère comme si j'avais dit que je déménageais sur Mars. Mais pourquoi voudrais-tu quitter Boston? Tout ce dont tu as besoin est ici. C'est une opportunité de carrière fantastique, maman, ai-je expliqué, en essayant de ne pas laisser paraître un ton défensif dans ma voix. C'est une promotion significative et une chance de travailler avec des technologies de pointe. Et ta maison, a interjeté mon père. Tu ne peux pas simplement abandonner une propriété, Dexter. C'est irresponsable. Je suis en train de voir ça, ai-je dit, ce qui était vrai. Je pesais mes options entre vendre et louer. Il y a eu une pause et j'ai entendu des voix étouffées alors que mes parents couvraient le téléphone pour discuter en privé. Quand ils sont revenus, la voix de ma mère avait cette qualité mielleuse qui précédait toujours une demande déraisonnable. Tu sais, cela pourrait en fait s'arranger parfaitement, a-t-elle dit. Amanda a du mal à trouver un logement abordable depuis le divorce. Elle pourrait garder ta maison pendant que tu es parti. Cela vous aiderait tous les deux. J'aurais dû m'y attendre, mais cela m'a quand même surpris. Non, ça ne va pas marcher, ai-je dit fermement. Je vais soit vendre la maison, soit la louer par l'intermédiaire d'une agence de gestion immobilière.
Mais pourquoi payer des étrangers quand la famille pourrait aider, a exigé mon père. Amanda prendrait bien soin de la maison. La même Amanda qui n'avait jamais payé une facture à temps de sa vie, qui m'avait appelé il y a 6 mois parce qu'elle ne savait pas comment réenclencher un disjoncteur, qui n'avait jamais vécu de manière indépendante sans que ses parents ou son mari ne gèrent les aspects pratiques de la vie. Cette Amanda-là. J'ai déjà pris ma décision, ai-je dit, surpris de la fermeté de ma voix. Ce n'est pas sujet à discussion. La conversation s'est détériorée à partir de là, mes parents suggérant que j'étais égoïste et déraisonnable. Quand Amanda a appelé plus tard dans la soirée pour faire écho à leurs sentiments et expliquer à quel point ce serait parfait pour elle de vivre dans ma maison sans payer de loyer, j'ai coupé court à la conversation et lui ai dit que ma décision était finale. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé que vendre la maison était la solution la plus sensée. Le marché immobilier de Boston était en plein essor et je ne voulais pas des tracas d'être un propriétaire depuis l'étranger. J'ai contacté un agent immobilier qui avait aidé un collègue à vendre son condo et en quelques jours, nous avons fait prendre des photos professionnelles et l'annonce a été mise en ligne. À ma grande surprise et à mon soulagement, nous avons reçu plusieurs offres dès la première semaine, la plupart au-dessus du prix demandé. J'ai accepté une offre nette avec un délai de clôture rapide d'un jeune couple qui cherchait une maison depuis des mois. Ils étaient flexibles sur la date de clôture, ce qui correspondait parfaitement à mes plans de déménagement. Tout au long de ce processus, je suis resté vague sur les détails en parlant à ma famille. Je leur ai dit que je m'occupais de la situation de la maison et j'ai changé de sujet chaque fois qu'ils insistaient pour en savoir plus. Je savais que leur dire que je vendais ne ferait que créer un drame dont je n'avais pas besoin pendant que je préparais un déménagement international. Ce n'était pas de la malhonnêteté, me suis-je dit, juste une gestion stratégique de l'information. Les semaines précédant mon départ ont été un tourbillon d'activités. J'ai vendu ou donné les meubles dont je n'aurais pas besoin, j'ai mis les documents importants et les objets sentimentaux en garde-meubles, et j'ai travaillé avec l'avocat de la clôture pour m'assurer que tout était en ordre pour la vente. Techfusion a organisé un logement temporaire pour mon premier mois à Madrid, me donnant le temps de trouver un endroit permanent une fois arrivé. 2 semaines avant mon vol pour l'Espagne, j'ai signé les documents de clôture et remis les clés au nouveau propriétaire, une étape qui m'a semblé à la fois terrifiante et libératrice. La maison qui avait représenté mon indépendance représentait maintenant ma liberté de commencer un nouveau chapitre. Je n'ai rien dit à ma famille au sujet de la vente. Je leur ai simplement dit que j'avais réglé la situation de la maison et que je me concentrais sur mon déménagement. Ils ont semblé supposer que j'avais trouvé un arrangement avec une société de gestion immobilière et je ne les ai pas corrigés. C'était peut-être lâche, mais après des années de tension familiale, j'ai choisi la voie de la moindre résistance. Avec mes affaires soit stockées, expédiées ou emballées dans les 2 valises que j'emporterais avec moi, j'étais prêt pour Madrid. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années, libéré de la propriété et, temporairement du moins, du poids des attentes familiales. Descendre de l'avion à l'aéroport de Madrid-Barajas, c'était comme entrer dans une autre dimension. L'air sentait différemment, la lumière semblait plus vive, et les annonces rapides en espagnol dans les haut-parleurs indiquaient clairement que je n'étais plus dans le Massachusetts. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement détaché de mon passé et des rôles que ma famille m'avait assignés. L'entreprise avait organisé la venue d'un chauffeur pour me chercher à l'aéroport. Il tenait une pancarte avec « Sonor Dexter Reynolds » écrit en lettres grasses, un petit détail qui m'a fait sourire. Je n'étais pas seulement Dexter, le frère moins important d'Amanda, ou le fils dévoué qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Ici, j'étais Sonor Reynolds, le nouveau développeur senior venu d'Amérique, qui avait été spécifiquement recruté pour son expertise. Mon appartement temporaire se trouvait à Chambry, un quartier résidentiel qui équilibrait l'authenticité locale avec suffisamment de commodité pour aider un Américain à s'adapter à la vie espagnole. L'entreprise avait rempli le réfrigérateur de produits de première nécessité et laissé un panier de bienvenue avec du vin espagnol, de l'huile d'olive et un guide de Madrid. Une note manuscrite m'invitait à un dîner d'équipe le lendemain soir. Ce niveau d'attention m'était étranger. Après des années à me sentir comme une pensée secondaire dans ma propre famille, cette première nuit, malgré le décalage horaire mais trop excité pour dormir, je me suis assis sur le petit balcon surplombant la rue. En bas, Madrid pulsait de vie, même à 23 heures. Les gens se promenaient sans se presser, s'arrêtant pour discuter avec des voisins. Les sons de rire et de conversation montaient jusqu'à mon perchoir. J'ai siroté le vin de bienvenue et j'ai senti quelque chose d'inhabituel s'installer dans ma poitrine, le champ des possibles. Ma première journée chez Techfusion a dépassé mes attentes. Le bureau se trouvait dans un bâtiment historique rénové avec des intérieurs modernes,
des murs en briques apparentes côtoyant des technologies de pointe. Mon équipe était composée de développeurs d'Espagne, d'Allemagne, d'Inde et du Brésil, créant un riche mélange de perspectives et d'approches pour la résolution de problèmes. Ma responsable, Elena, a passé 2 heures à me présenter à l'équipe et à décrire les projets sur lesquels je travaillerais. Quand elle m'a demandé si j'avais des questions, j'ai mentionné que je cherchais un appartement plus permanent. Nous déjeunons généralement en équipe le vendredi, a-t-elle dit, mais aujourd'hui est spécial parce que tu nous rejoins. Tout le monde pourra te donner des conseils sur les quartiers pendant le déjeuner. Ce déjeuner a duré près de 2 heures, avec des débats animés sur les meilleurs quartiers de Madrid pour un Américain célibataire de la trentaine. Javier insistait sur le fait que Malazana était le seul endroit pour découvrir la vraie culture de Madrid. Sofia a rétorqué que Salamanca serait plus confortable pour quelqu'un qui s'adapte encore à la vie espagnole. Miguel a suggéré Retiro pour sa proximité avec le célèbre parc. Personne n'est retourné précipitamment à son bureau et Elena semblait encourager cette pause prolongée. C'était mon premier aperçu de l'approche espagnole de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une intensité productive pendant les heures de travail, mais avec de l'espace pour la connexion et le plaisir. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai trouvé un rythme qui semblait à la fois excitant et réconfortant. Les matinées commençaient par un café fort dans un café près de mon appartement, où le barista a rapidement appris ma commande et a commencé à la préparer dès que j'entrais. Les journées de travail étaient stimulantes mais épanouissantes, avec des collègues qui valorisaient la collaboration plutôt que la compétition. Les soirées et les week-ends sont devenus des aventures d'exploration, essayant des restaurants locaux, visitant des musées, errant dans différents quartiers pour déterminer où je pourrais vouloir vivre à long terme. Miguel de mon équipe m'a invité à dîner avec ses amis, un mélange de locaux et d'expatriés qui m'ont accueilli sans hésitation. Sofia m'a montré sa place cachée préférée où les habitants se rassemblaient les soirs d'été. Javier a insisté pour m'apprendre des phrases espagnoles essentielles qui n'étaient dans aucun guide. Ces petites gentillesses de la part de quasi-inconnus contrastaient vivement avec le jugement constant que j'avais ressenti de ma propre famille. Lors de mon premier samedi à Madrid, j'ai visité le parc du Retiro. L'immense espace vert était rempli de familles, de couples et de personnes seules, tous profitant du temps printanier parfait. J'ai loué une barque sur le petit lac, quelque chose que j'aurais eu honte de faire seul chez moi. Alors que je pagayais paresseusement, regardant les gens pique-niquer sur les rives et les artistes de rue divertir les foules, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Mes parents ont appelé par vidéo ce soir-là. J'ai répondu depuis mon appartement temporaire, sincèrement excité de partager mes expériences avec eux malgré notre relation compliquée. L'appartement est si petit, a été le premier commentaire de ma mère après que je leur ai fait une visite virtuelle. Et il a l'air vieux. C'est juste temporaire, ai-je expliqué. Et c'est en fait dans un bâtiment historique des années 1800, c'est pourquoi il a ces détails incroyables. J'ai montré les moulures ornées du plafond. As-tu déjà trouvé un travail, a demandé mon père, semblant oublier que j'avais déménagé pour un poste spécifique. J'ai déjà un travail, papa. J'ai déménagé ici pour ça. Je travaille chez TechFusion depuis environ 2 semaines maintenant. Eh bien, combien de temps penses-tu que cette phase durera? A demandé ma mère, son ton suggérant qu'elle tolérait l'intérêt passager d'un enfant. Ce n'est pas une phase, maman. C'est un contrat de 2 ans minimum, et si les choses se passent bien, je pourrais rester plus longtemps. La conversation a continué sur ce ton, mes parents montrant peu d'intérêt pour ma nouvelle vie, sauf si cela concernait d'une manière ou d'une autre mon retour à Boston ou comment cela affectait Amanda. Ils n'ont pas posé de questions sur mon travail, mes collègues ou mes impressions de Madrid. Quand Amanda a brièvement rejoint l'appel, elle s'est immédiatement plainte d'un entretien d'embauche qui ne s'était pas bien passé, recentrant l'attention sur ses difficultés. Après avoir raccroché, je me suis de nouveau assis sur mon balcon, regardant la rue animée en bas. Le contraste entre l'étroitesse d'esprit de ma famille et le monde expansif que je découvrais n'aurait pas pu être plus clair. Pour la première fois, je pouvais voir comment leur désapprobation constante avait façonné ma perception de moi-même. Ici, à 3000 miles de là, ce brouillard commençait à se dissiper. Le week-end suivant, j'ai exploré les quartiers potentiels pour un appartement permanent. Retiro avait conquis mon cœur avec sa proximité avec l'immense parc, ses bonnes connexions de transport et son mélange d'éléments traditionnels et modernes. J'ai contacté un agent de location spécialisé dans l'aide aux expatriés et j'ai pris des dispositions pour voir plusieurs appartements la semaine suivante. Lors d'un déjeuner d'équipe, j'ai mentionné mes plans pour trouver un endroit permanent. Alors, tu restes vraiment, a dit Sofia, non pas comme une question, mais comme une observation.
C'est le plan, ai-je répondu. Je regarde en fait des appartements à Retiro. Bon choix, a approuvé Ravière. Pas trop touristique, mais toujours central. Ta famille viendra-t-elle te voir ici, a demandé Elena nonchalamment. La question m'a pris au dépourvu. L'idée de mes parents naviguant dans le chaos vibrant de Madrid ou d'Amanda se plaignant du manque de commodités américaines semblait absurde. J'en doute, ai-je dit honnêtement. Ils ne sont pas très portés sur les voyages internationaux. Alors nous serons ta famille de Madrid, a déclaré Elena en levant son verre pour un toast auquel tout le monde s'est joint. Famille ? Le mot avait toujours eu tant de poids et de complexité pour moi. Mais ici, il était offert librement, sans condition ni comparaison. En trinquant avec mes nouveaux collègues, j'ai réalisé que je commençais à envisager un avenir à long terme en Espagne. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Un avenir où je pourrais me définir selon mes propres termes, pas par rapport à Amanda ou aux attentes de mes parents. Ce soir-là, j'ai appelé Tyler en vidéo pour partager mes expériences. Tu as l'air différent, a-t-il dit après que j'ai parlé pendant plusieurs minutes. Différent ? Comment ? Plus léger, plus heureux, comme si tu pouvais enfin respirer. J'ai réalisé qu'il avait raison. La distance géographique avec ma famille avait créé un espace émotionnel dont j'avais désespérément besoin. Pour la première fois, je vivais ma vie au lieu de réagir à leurs attentes et à leurs déceptions. En me préparant à me coucher ce soir-là, j'ai regardé la carte des quartiers de Madrid que j'étudiais. Demain, je verrai plus d'appartements, je continuerai à explorer ma nouvelle ville et je ferai un pas de plus pour rendre cette nouvelle vie permanente. La pensée m'a rempli d'anticipation plutôt que d'anxiété. J'étais à 3000 miles et un océan du poids de l'histoire familiale, et je commençais à réaliser que c'était exactement là où je devais être. L'appel est arrivé un mercredi soir, exactement 17 jours après mon arrivée à Madrid. J'étais assis à une table en plein air dans un petit restaurant de la Plaza Santa Ana, savourant une assiette de patata brava et regardant le coucher de soleil peindre les bâtiments d'une lumière dorée. Le serveur venait de m'apporter un verre de vin rouge local quand mon téléphone s'est allumé avec le nom d'Amanda. Mon premier instinct a été de l'ignorer. Il était presque minuit à Boston, et les appels d'Amanda n'apportaient que rarement quelque chose de positif, mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou le sentiment persistant d'obligation familiale, m'a fait répondre. Allô ? Dexter. Oh mon Dieu, Dexter. La voix d'Amanda était aiguë et haletante. En arrière-plan, j'entendais d'autres voix, au moins 2 personnes parlant sur un ton vif. Amanda, que se passe-t-il ? J'ai pris une gorgée de vin, anticipant déjà une crise fabriquée de toutes pièces. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais vendu la maison, a-t-elle exigé, sa voix un mélange de panique et d'accusation. Je suis dans ton salon avec les nouveaux propriétaires en ce moment, et ils menacent d'appeler la police. Le vin que je venais de siroter a failli remonter. Tu es quoi ? Pourquoi es-tu dans mon ancienne maison ? Maman et papa m'ont donné tes clés de rechange. Ils ont dit que je pouvais rester ici en cherchant un appartement. J'ai emménagé mes affaires toute la journée. Et puis ces gens sont arrivés en prétendant qu'ils possèdent l'endroit. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté nauséabonde. Mes parents avaient d'une manière ou d'une autre mis la main sur mes clés de rechange, probablement du jeu que je leur avais donné il y a des années pour les urgences, et les avaient donnés à Amanda sans même me le demander. Ils avaient supposé que je garderais la maison vide pendant mon séjour à Madrid, malgré ma déclaration explicite que je ne laisserais pas Amanda y rester. Amanda, j'ai vendu cette maison avant de partir pour l'Espagne. J'ai dit à tout le monde que j'avais réglé la situation du logement. Tu n'as jamais dit que tu la vendais, a-t-elle crié. Pourquoi ferais-tu ça sans nous le dire ? Où suis-je censé vivre maintenant ? J'ai pris une profonde inspiration, vivement conscient que les convives voisins me regardaient avec inquiétude. Amanda, s'il te plaît, mets-moi sur haut-parleur pour que je puisse parler au propriétaire. Il y a eu un bruit de fond, puis la voix d'un homme est passée, tendu mais contrôlé. C'est Ryan Cooper. Ma femme et moi avons acheté cette maison il y a 2 semaines. Nous sommes rentrés du dîner pour trouver une étrangère dans notre maison prétendant être la sœur du propriétaire. Monsieur Cooper, je suis vraiment désolé pour ça, ai-je dit, les joues brûlantes de honte malgré la distance d'un océan. Il y a eu un terrible malentendu. Je suis Dexter Reynolds, l'ancien propriétaire. Ma sœur a apparemment reçu des clés à mon insu. Je peux vous assurer que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Elle a emménagé des meubles dans notre chambre d'amis,
a interjeté une voix de femme, vraisemblablement Madame Cooper, et elle a réarrangé notre salon. Je pensais que c'était encore la maison de Dexter, a protesté Amanda en arrière-plan. Maman et papa ont dit que ce serait bien. Je paierai pour tous les dommages, ai-je dit rapidement. Et je m'assurerai que ma sœur parte immédiatement. Encore une fois, je suis incroyablement désolé pour cette intrusion dans votre maison. Pendant que je parlais, un autre appel a retenti, celui de mes parents. M et Madame Cooper, mes parents appellent en ce moment. Laissez-moi leur parler et régler ça. Puis-je vous rappeler dans 5 minutes? J'ai basculé sur l'appel de mes parents, m'éloignant de mon dîner à moitié mangé pour trouver un endroit plus calme près du bord de la place. Dexter, que se passe-t-il? La voix de ma mère portait cette note familière de désapprobation. Amanda vient de nous appeler, hystérique, en disant que tu as vendu la maison sans le dire à personne. J'ai vendu la maison, ai-je confirmé, en essayant de garder ma voix stable. Je vous ai tous dit que j'avais réglé la situation du logement avant de partir. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez donné mes clés à Amanda sans même me le demander. Nous avons supposé que tu voudrais aider ta sœur, à couper mon père. Elle avait besoin d'un endroit où rester et tu avais une maison vide. C'était la solution logique. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision, ai-je dit, sentant ma façade de calme commencer à se fissurer. Et la maison n'était pas vide. Elle appartient maintenant à une nouvelle famille. Amanda est entrée par effraction dans leur maison. Elle a utilisé une clé, a protesté ma mère. Ce n'est guère une effraction. Une clé qu'elle n'aurait pas dû avoir pour une maison qui n'est plus la mienne. Papa, elle pourrait être arrêtée pour ça. Il y a eu une pause et je pouvais presque les voir échanger des regards au téléphone. Tu dois arranger ça, Dexter, a finalement dit mon père, sa voix se durcissant. Rachète la maison si nécessaire. Ta sœur a besoin d'un endroit où vivre. L'absurdité de cette demande m'a momentanément laissé sans voix. Quand j'ai retrouvé ma voix, elle était étonnamment stable. Je ne rachète pas la maison. Amanda doit rassembler ses affaires et quitter la maison des Cooper immédiatement. Je vais lui réserver un hôtel pour ce soir. C'est tellement typique de toi, a soupiré ma mère de façon dramatique. Toujours penser à toi d'abord. Si seulement tu nous avais dit que tu vendais. Je suis un adulte de 33 ans, ai-je interrompu. Je n'ai pas besoin de permission ou d'approbation pour vendre ma propre propriété. Maintenant, je dois rappeler les Cooper et essayer d'éviter qu'ils portent plainte contre Amanda. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement composé le numéro que Ryan Cooper avait utilisé pour m'appeler. Quand il a répondu, j'entendais Amanda en arrière-plan, se disputant toujours avec Madame Cooper. Monsieur Cooper, j'ai parlé à mes parents. Je tiens à vous assurer que ma sœur quittera votre maison immédiatement. Je lui réserve un hôtel en ce moment même. Elle refuse de partir, a-t-il répondu, la frustration évidente dans sa voix. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'a nulle part où aller. Monsieur Reynolds, je ne veux pas impliquer la police, mais c'est totalement inacceptable. Je comprends. Pouvez-vous me mettre sur haut-parleur, s'il vous plaît? Quand il a confirmé que j'étais sur haut-parleur, j'ai légèrement élevé la voix. Amanda, tu dois quitter la maison des Cooper tout de suite. Je te réserve une chambre au Marriott du centre-ville. Je paierai pour 3 nuits, ce qui devrait te donner assez de temps pour organiser la suite. Comment as-tu pu me faire ça, Dexter? La voix d'Amanda s'est brisée avec ce qui semblait être une véritable détresse. Tu savais que j'avais besoin d'un endroit où rester. J'ai déjà emménagé une partie de mes affaires. J'ai explicitement dit à maman et papa que tu ne pouvais pas rester chez moi, ai-je dit fermement. Je n'ai jamais donné la permission pour ça. Maintenant, s'il te plaît, excuse-toi auprès des Cooper et quitte leur maison. Où suis-je censé aller, a-t-elle exigé. Je t'ai dit que je te réservais un hôtel en ce moment. Je t'enverrai la confirmation par texto, mais tu dois quitter la maison des Cooper immédiatement avant qu'il n'ait d'autre choix que d'appeler la police. Il y a eu une longue pause remplie de ce qui semblait être des pleurs étouffés. Finalement, la voix de Madame Cooper s'est fait entendre. Elle a accepté de partir. Nous allons l'aider à mettre ses affaires dans sa voiture. Un soulagement m'a envahi. Merci pour votre patience, aimée Madame Cooper. Je suis vraiment désolé pour cette situation. S'il vous plaît, faites-moi savoir s'il y a des dommages que je peux vous dédommager. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai rapidement réservé une chambre d'hôtel en ligne et j'ai transféré la confirmation à Amanda.
Puis je suis retourné à ma table au restaurant où mon dîner avait refroidi et mon verre de vin était resté intact. Le serveur s'est approché avec inquiétude. « Tout va bien, monsieur ? Est-ce que tout va bien ? » « Non, » ai-je répondu honnêtement. « Mais ça ira. » Alors que je réglais l'addition, mon téléphone a vibré avec un texto d'Amanda. « J'espère que tu es content maintenant. Maman et papa sont furieux contre toi. Je suis à l'hôtel mais je n'ai nulle part où vivre à cause de toi. » J'ai rangé le téléphone sans répondre. Le poids du drame familial que je pensais avoir laissé à 3000 miles de là m'avait d'une manière ou d'une autre rattrapé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour la première fois, je n'allais pas m'excuser d'avoir fixé des limites ou de vivre ma vie selon mes propres termes. Le lendemain de l'incident, je me suis réveillé avec un déluge d'appels manqués et de messages textes. Mes parents avaient appelé 7 fois pendant la nuit. Amanda avait envoyé un flot de textos de plus en plus accusateurs. Même ma tante et mon oncle s'en étaient mêlés, ayant clairement entendu une version unilatérale des événements. Je devais visiter des appartements cet après-midi-là, une étape vers la consolidation de ma nouvelle vie à Madrid. Mais la crise familiale menaçait de tout éclipser. Plutôt que de laisser la situation s'envenimer, j'ai décidé de l'aborder de front. J'ai passé un appel vidéo à mes parents, sachant qu'Amanda serait probablement avec eux. Ils ont répondu immédiatement. Comme prévu, Amanda était assise entre eux sur le canapé de leur salon, les yeux rouges et gonflés de larmes. Le visage de mon père était figé dans l'expression sévère que je ne connaissais que trop bien depuis l'enfance, tandis que ma mère arborait son air de martyr déçu. Dexter James Reynolds, a commencé mon père en utilisant mon nom complet comme si j'étais encore un enfant. Tu as des explications à donner. En fait, je pense que c'est à vous de vous expliquer, ai-je rétorqué, me surprenant par ma franchise. Vous avez donné à Amanda les clés d'une maison qui n'était plus la mienne sans même me le demander d'abord. Tu ne nous as jamais dit que tu l'avais vendue, s'est exclamée ma mère. Comment étions-nous censés le savoir ? Je vous ai dit que j'avais réglé la situation du logement. Je n'étais pas obligé de fournir les détails d'une transaction immobilière privée à qui que ce soit, y compris la famille. C'est exactement le genre de comportement égoïste que nous attendons de toi, a dit mon père, sa voix s'élevant. Ta sœur avait besoin d'aide pendant une période difficile et tu ne pouvais même pas garder ta maison quelques mois pour lui donner un endroit où rester. J'ai proposé d'aider Amanda d'autres manières, leur ai-je rappelé. J'ai mis à jour son CV, je l'ai mise en contact avec des opportunités d'emploi, j'ai même offert un logement temporaire pendant qu'elle cherchait son propre appartement. Ce que je n'ai pas offert, c'est de garder une propriété dont je n'avais plus besoin pour qu'elle puisse y vivre sans payer de loyer indéfiniment. Ça n'aurait pas été indéfiniment, a interjeté Amanda, la voix tremblante. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Et quand cela aurait-il été exactement, ai-je demandé. Tu te remets sur pied depuis ton divorce il y a 8 mois. C'est injuste, a protesté ma mère. Amanda a vécu une expérience traumatisante. Alors, divorcer signifie qu'elle a droit à ma maison. Une maison pour laquelle j'ai cumulé 3 emplois pour économiser, que j'ai payé entièrement par moi-même, sans aucune aide de votre part. Nous sommes ta famille, a dit mon père, comme si ce simple fait l'emportait sur toutes les autres considérations. La famille est de la famille. C'est drôle comme ce principe ne semble s'appliquer que lorsqu'Amanda a besoin de quelque chose, ai-je observé. Où était cette attitude de la famille d'abord quand je travaillais de nuit pour payer l'université ? Un silence inconfortable a suivi. Amanda l'a rompu avec un sanglot dramatique. J'avais déjà commencé à emménager mes affaires. J'ai donné mon préavis à mon appartement parce que maman et papa ont dit que je pouvais rester chez toi. C'était une nouvelle pour moi. Tu as donné ton préavis à ton appartement sans même confirmer avec moi d'abord ? Maman et papa ont dit que ce serait bien, a-t-elle reniflé. Ils ont dit que bien sûr tu voudrais m'aider. J'ai regardé mes parents qui ont au moins eu la décence d'avoir l'air légèrement embarrassés. Vous lui avez dit qu'elle pouvait emménager dans ma maison sans même me le demander. Nous avons supposé que tu la garderais, a dit mon père sur la défensive. Il n'y avait aucun sens à vendre une maison parfaitement bonne pour un travail temporaire à l'étranger. Ce n'est pas un travail temporaire, ai-je dit, pour ce qui semblait être la 100e fois. C'est une évolution de carrière, potentiellement permanente. Et même si c'était temporaire, la maison était à moi de la vendre. Eh bien, tu dois arranger ça, a déclaré ma mère. Amanda n'a nulle part où vivre maintenant à cause de ta décision impulsive. Ma décision de vendre ma propre propriété n'était pas impulsive.
Et Amanda a les mêmes options que n'importe qui d'autre. Elle peut trouver un appartement, rester chez des amis ou continuer à vivre avec vous. Notre maison n'est pas aménagée pour des invités à long terme, a objecté mon père. La mienne non plus, ai-je fait remarquer. Pourtant, vous n'avez eu aucun problème à la proposer. Cette conversation n'est pas productive, a interjeté ma mère. Le fait est qu'Amanda a besoin d'un endroit où vivre, et tu es en position de l'aider. Ne peux-tu pas parler aux gens qui ont acheté ta maison? Proposer de la racheter. Tu gagnes bien ta vie à ce nouveau travail, n'est-ce pas? La suggestion était si saugrenue que j'ai failli rire. Je ne rachète pas la maison. Les Cooper sont une jeune famille qui était ravie de trouver sa première maison. Je ne vais pas bouleverser leur vie parce que vous avez tous fait des suppositions sur ma propriété. Alors que suggères-tu, a exigé mon père. Je suggère qu'Amanda utilise le temps à l'hôtel que j'ai payé pour trouver son propre appartement. Je suggère que vous deux arrêtiez de faire des promesses en mon nom. Et je suggère que nous reconnaissions tous que je suis un adulte qui a le droit de prendre ses propres décisions sans l'approbation de la famille. Amanda a éclaté en nouvelles larmes. Tu as toujours été si égoïste, Dexter. Tu sais que je ne peux pas me permettre un appartement sur ce marché avec mon travail à temps partiel. Alors trouve un travail à temps plein, ai-je dit simplement. Comme la plupart des adultes doivent le faire. Comment oses-tu, a haleté ma mère. Amanda en a assez subi sans ton attitude insensible. Je ne suis pas insensible. Je suis réaliste. Et honnêtement, j'en ai assez d'être considéré comme le méchant pour avoir des limites. Mon père s'est penché en avant, son expression s'assombrissant. Si c'est comme ça que tu traites la famille, peut-être devrais-tu reconsidérer ce que la famille signifie pour toi, Dexter. Ta sœur a besoin d'aide. Et tu lui tournes le dos à 3000 miles de là. Je ne tourne le dos à personne. J'ai offert une aide raisonnable. Ce que je n'offre pas, c'est de bouleverser ma vie et mes finances pour résoudre un problème qu'Amanda s'est créé avec vos encouragements. Eh bien, si c'est ton attitude, peut-être devrions-nous reconsidérer notre relation, a dit froidement mon père. Je n'aurai pas de fils qui abandonne sa sœur dans son moment de besoin. Dans le passé, cette menace m'aurait dévasté, la désapprobation parentale ultime que j'avais passé ma vie à essayer d'éviter. Mais assis dans mon appartement à Madrid, regardant leur visage en colère sur mon écran, j'ai réalisé quelque chose de profond. Leur désapprobation n'avait plus de pouvoir sur moi. Si c'est ce que vous ressentez, je respecte votre décision, ai-je dit calmement. Mais je maintiens la mienne. Ma mère a eu l'air choquée, s'attendant clairement à ce que je cède sous la menace d'une rupture familiale. Les larmes d'Amanda se sont arrêtées brusquement alors qu'elle réalisait que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas, tu ne le penses pas, a dit ma mère, incertaine. La famille, c'est tout, Dexter. La famille devrait être un soutien, pas manipulatrice, ai-je répondu. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner une approbation qui n'est jamais venue. J'en ai fini avec ça maintenant. Alors tu choisis ta vie européenne chic plutôt que ta propre sœur, a accusé Amanda. Je choisis des limites saines plutôt qu'une manipulation émotionnelle sans fin, les jeux corrigés. Et je choisis de vivre ma vie selon mes propres termes, pas comme un personnage secondaire dans le Amanda Show. Cette discussion est terminée, a déclaré mon père en tendant la main vers le bouton de fin d'appel. Quand tu retrouveras la raison et que tu te souviendras de ce que signifie la famille, tu pourras nous appeler. L'écran est devenu noir avant que je puisse répondre. Je suis resté assis en silence un moment, attendant la vague familière de culpabilité et d'anxiété qui suivait habituellement les confrontations avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment inattendu de clarté et de calme. Mon téléphone a vibré avec un texto de Ryan Cooper. Je voulais juste vous faire savoir que votre sœur a retiré toutes ses affaires de notre maison. Aucun dommage. Nous comprenons que ce n'était pas de votre faute. Je l'ai remercié pour sa compréhension et je me suis de nouveau excusé pour l'intrusion. Sa réponse gracieuse contrastait vivement avec la réaction de ma famille, malgré le fait qu'il était la véritable partie lésée dans cette situation. Alors que je me préparais à rencontrer l'agent immobilier pour des visites d'appartements, j'ai réalisé que je me trouvais à un carrefour. La voie de la moindre résistance serait de rappeler mes parents, de m'excuser et de trouver un moyen d'aider Amanda. Peut-être envoyer de l'argent pour un dépôt de garantie d'appartement ou proposer de payer une partie de son loyer pendant quelques mois. Cela apaiserait les choses temporairement et restaurerait la dynamique familiale, bien que dysfonctionnelle. L'autre voie était plus ardue et moins certaine.
Elle signifiait maintenir les limites que j'avais établies, accepter que mes parents puissent réellement mettre leurs menaces de rupture à exécution et construire une vie basée sur mes propres valeurs plutôt que sur leurs attentes. En verrouillant mon appartement temporaire et en sortant sous le soleil de Madrid, j'ai su quelle voie je choisissais. Les suites de la confrontation avec ma famille ont apporté un silence étrange. Pendant 3 jours, pas d'appel, pas de texto, pas de mais, un contraste frappant avec le déluge qui l'avait précédé. Dans ce silence, la vie à Madrid a continué. J'ai trouvé un appartement que j'adorais à Retiro, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres et à distance de marche du parc. J'ai signé un bail d'1 an avec une option de renouvellement, un pas de plus pour faire de Madrid ma maison. Le 4e jour, un email d'Amanda est arrivé. L'objet était simplement « Je suis désolé ». Je l'ai ouvert avec prudence, m'attendant à moitié à un autre chantage affectif déguisé en excuse. Dexter, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Bien que je souhaite toujours que tu nous aies dit directement que tu vendais la maison, je comprends que je n'aurais pas dû supposer que je pouvais y vivre sans ta permission explicite. Maman et papa m'ont encouragé à croire que ce serait bien, mais j'aurais dû vérifier directement avec toi. Je suis désolé pour la situation dans laquelle je t'ai mis, toi et les nouveaux propriétaires. Les excuses étaient plus lucides que ce que j'attendais d'Amanda. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait trouvé un petit appartement qu'elle pouvait se permettre avec son travail à temps partiel et quelques économies de son règlement de divorce. Nos parents l'aidaient pour le dépôt de garantie. Le ton était civil, même quelque peu mature, bien qu'elle n'ait pas pu s'empêcher d'ajouter qu'elle espérait que je n'abandonnerais pas complètement la famille juste à cause de ce malentendu. J'ai répondu avec une civilité égale, la félicitant d'avoir trouvé un appartement et l'assurant que je n'abandonnais personne, mais que j'établissais simplement des limites saines. J'ai conclu en exprimant l'espoir que nous pourrions avancer avec une relation plus équilibrée basée sur le respect mutuel. Sa réponse est venue rapidement. Je pense que je comprends. J'ai réfléchi à la façon dont les choses ont toujours été entre nous. Je n'ai jamais réalisé à quel point nos expériences en grandissant étaient différentes. Peut-être pourrons-nous en parler un jour. Cette ouverture inattendue m'a surpris. Pour la première fois, Amanda semblait reconnaître la dynamique familiale qui avait façonné nos 2 vies de manière si différente. J'ai convenu qu'une conversation pourrait être précieuse, suggérant de laisser un peu de temps d'abord pour que les tensions s'apaisent. Mes parents ont été moins rapides à se réconcilier. Une semaine après la confrontation, ma mère a envoyé un texto qui réussissait à être à la fois une branche d'olivier et un chantage affectif. Tu nous manques. J'espère que ton travail se passe bien. Amanda a trouvé un petit appartement. Pas grâce à ton aide, mais elle se débrouille. Appelle quand tu pourras. J'ai choisi de me concentrer sur les éléments positifs du message, répondant que j'étais heureux d'apprendre pour l'appartement d'Amanda et que oui, le travail se passait extrêmement bien. J'ai joint quelques photos de monuments de Madrid que j'avais visités, tendant ma propre branche d'olivier subtil sans m'excuser d'avoir tenu bon. 2 jours plus tard, mon père a appelé. La conversation était tendue mais civile. Il n'a pas mentionné directement notre dispute, se concentrant plutôt sur des sujets neutres comme le temps à Boston et un match de baseball auquel il avait assisté. Vers la fin de l'appel, il s'est éclairci la gorge de la manière qu'il a toujours eu avant de dire quelque chose de difficile. « Ta mère et moi avons parlé », a-t-il commencé. Nous avons peut-être surréagi à propos de la situation de la maison. Nous aurions dû te demander avant de dire à Amanda qu'elle pouvait y rester. Venant de mon père, cela valait pour des excuses significatives. Je les ai acceptées pour ce qu'elles étaient, sans insister pour en avoir plus ni offrir des excuses inutiles de ma part. J'apprécie ça, papa. J'espère que nous pourrons avancer avec une meilleure communication. Cela semble raisonnable, a-t-il convenu, son ton suggérant que c'était aussi loin qu'il était prêt à aller. Alors, dis-moi plus sur ce travail à Madrid. Est-ce vraiment quelque chose qui pourrait être permanent? Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Au cours des semaines suivantes, la communication avec ma famille a lentement repris, mais avec une qualité différente d'avant. J'étais plus direct sur mes limites, et ils étaient, un peu à contre-cœur, plus respectueux de celles-ci. Amanda et moi avons eu plusieurs conversations sur notre enfance et les dynamiques familiales qui nous avaient tous les deux façonnés. Bien qu'elle n'ait pas pleinement reconnu le traitement préférentiel qu'elle avait reçu, elle a admis que nos parents avaient créé en elle une dépendance malsaine qu'elle avait maintenant du mal à surmonter. Pendant ce temps, ma vie à Madrid s'est épanouie. Je me suis installé dans mon nouvel appartement,
le décorant avec de l'art local et des meubles qui reflétaient le mélange de tradition et de modernité de la ville. Mon espagnol est passé de rudimentaire à conversationnel, me permettant de naviguer dans la vie quotidienne avec une confiance croissante. Au travail, j'ai pris la direction d'un projet clé, obtenant la reconnaissance de la direction générale. La communauté d'expatriés avec laquelle j'avais noué des liens est devenue une sorte de famille choisie. Des brunchs du dimanche avec Sophia et son petit ami, des randonnées le week-end avec Javier et ses amis, des événements culturels avec des collègues. Ces relations se sont développées naturellement, sans le poids de l'obligation ou de la comparaison qui avait caractérisé mes interactions familiales. Environ un mois après l'incident de la maison, j'ai reçu un email inattendu de Ryan Cooper, le nouveau propriétaire de mon ancienne maison. Il a joint des photos des rénovations qu'ils avaient terminées dans la cuisine, un projet que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Je pensais que tu aimerais voir comment la maison évolue, a-t-il écrit. Ma femme et moi voulions te remercier à nouveau d'avoir géré cette situation délicate avec ta sœur si rapidement. Nous comprenons les complications familiales et avons apprécié ton professionnalisme. Si jamais tu reviens à Boston et que tu veux voir comment nous nous sommes approprié l'endroit, tu serais le bienvenu pour le dîner. Ce simple geste de bonne volonté de la part de quelqu'un qui avait toutes les raisons d'être en colère m'a profondément touché. Je l'ai remercié pour les photos et l'invitation, promettant de les prendre moi si je me retrouvais à Boston. Alors que le printemps se transformait en été à Madrid, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à l'approbation de ma famille depuis des semaines. L'anxiété de fond constante qui m'avait accompagné tout au long de ma vie d'adulte, est-ce que j'en fais assez? Seront-ils enfin fiers de moi? Pourquoi ne peuvent-ils pas voir ma valeur? S'était estompée jusqu'à devenir presque silencieuse. À sa place se trouvait une confiance croissante dans mes propres choix et valeurs. Un soir, alors que j'étais assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Madrid en or et en rose, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai répondu par un « Allô » neutre, ne sachant pas à quoi m'attendre. Dexter, a-t-elle commencé, sa voix manquant de son tranchant habituel. Ton père et moi avons parlé et nous avons décidé que nous aimerions te rendre visite à Madrid, si c'est quelque chose que tu accepterais, bien sûr. La demande m'a complètement pris au dépourvu. Durant toutes nos années d'adultes, mes parents n'avaient jamais exprimé le désir de me rendre visite. Ni quand j'ai acheté ma maison, ni quand j'ai reçu des promotions, ni pour aucune étape de ma vie. Vous voulez venir à Madrid, ai-je répété, gagnant du temps pour traiter la demande. Oui, a-t-elle dit, avec une incertitude inhabituelle. Nous avons pensé que ce serait bien de voir cette nouvelle vie que tu as construite et bien, d'essayer de mieux comprendre. Dans cette petite hésitation, j'ai entendu quelque chose que j'avais rarement détecté chez ma mère, l'aveu qu'il pouvait y avoir quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement et une volonté d'apprendre. Ce n'était pas une transformation complète, mais c'était un début. J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement. Madrid est magnifique en automne. Les foules de touristes sont parties et le temps est parfait. Alors nous regarderons les vols pour septembre, a-t-elle dit, le soulagement évident dans sa voix. Et Dexter, merci. En terminant l'appel, j'ai réalisé que tenir bon n'avait pas abouti à la rupture familiale que j'avais redoutée toute ma vie. Au lieu de cela avait créé un espace pour une relation potentiellement plus saine, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la comparaison. Je ne me faisais pas d'illusions sur le fait qu'une seule visite transformerait des décennies de dynamique familiale, mais c'était un pas dans une nouvelle direction. Le soleil de Madrid a plongé sous l'horizon, baignant mon balcon de crépuscule. En bas, les voisins se rassemblaient aux terrasses des cafés, partageant repas et conversations. À cet instant, à 3000 miles de là où j'ai commencé, j'ai ressenti quelque chose que j'avais poursuivi toute ma vie, la certitude tranquille que j'étais exactement là où je devais être, vivant une vie de mon propre choix. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée fatidique où Amanda s'est retrouvée dans la maison d'un inconnu. 6 mois à construire une nouvelle vie à Madrid tout en négociant une nouvelle relation avec ma famille de l'autre côté de l'océan. Le chemin du chaos à la résolution n'a pas été une ligne droite. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon, mais le voyage m'a appris des leçons que je ne m'attendais pas à apprendre à 33 ans. Amanda a retrouvé ses marques plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Le petit appartement qu'elle avait initialement loué en urgence est devenu un foyer dont elle est fière. Elle a obtenu un poste à temps plein en tant qu'assistante administrative dans un collège communautaire local, son premier emploi stable depuis avant son mariage. Nous nous parlons par vidéo toutes les quelques semaines, et j'ai remarqué un changement progressif dans son comportement, moins d'arrogance, plus d'autonomie.
Elle a récemment mentionné qu'elle avait commencé une thérapie pour aborder ses schémas de dépendance, une étape que j'ai célébrée en silence. Mes parents sont venus à Madrid en septembre comme prévu. La visite de 4 jours a eu des moments tendus, en particulier lorsque ma mère comparait tout défavorablement à Boston, mais il y a eu aussi des percées. Mon père a exprimé un intérêt sincère pour mon travail, posant des questions qui montraient qu'il écoutait vraiment mes explications. Ma mère, après s'être initialement plainte de la nourriture étrange, s'est retrouvée enchantée par un petit restaurant familial de mon quartier, demandant même des recettes à la fille du propriétaire, qui parlait un peu anglais. Lors de leur dernière soirée, alors que nous partagions une bouteille de vin sur mon balcon, mon père s'est éclairci la gorge de sa manière caractéristique. « Tu sembles installé ici », a-t-il observé. « Plus que tu ne l'as jamais été à la maison. »« Je le suis », ai-je confirmé. « Madrid me convient. »« Nous ne t'avons pas toujours facilité les choses en grandissant », a-t-il continué, me surprenant par cette reconnaissance. « Ta mère et moi avions certaines attentes, et quand toi et Amanda y avez répondu différemment. Vous avez favorisé la réponse qui était plus facile à comprendre, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête lentement. Ce n'était pas juste. Nous commençons à le voir maintenant. Ce n'était pas des excuses complètes ni un règlement de compte total avec le passé, mais de la part de mon père, c'était significatif. Quand ils sont partis le lendemain matin, nos adieux avaient une chaleur qui avait été absente de notre relation pendant des années. L'incident avec les clés de la maison est devenu un tournant à plus d'un titre. Il a forcé une confrontation qui couvait depuis des décennies, perçant un abcès qui avait besoin d'air pour guérir. La douleur et le chaos initiaux ont laissé place à des limites plus claires et à une communication plus honnête. Je ne marche plus sur des œufs autour de ma famille, et ils ne présument plus de prendre des décisions en mon nom. Ma vie à Madrid a dépassé toutes les attentes. Techfusion m'a promu à la tête d'une nouvelle initiative sur l'éthique de l'IA, un rôle qui combine des compétences techniques avec les questions philosophiques qui m'ont toujours fasciné. Je suis devenu suffisamment à l'aise en espagnol pour naviguer dans la vie quotidienne avec confiance, bien que je bute encore sur les conversations complexes. Mon appartement à Retiro est plus un foyer que n'importe quel endroit où j'ai vécu auparavant. Les amitiés que j'ai nouées ici se sont approfondies pour devenir quelque chose qui ressemble à une famille choisie basée sur le respect mutuel et une connexion authentique plutôt que sur l'obligation. Sofia et son petit ami sont devenus mes compagnons de brunch réguliers du dimanche. Javier m'inclut dans son groupe d'amis proches qui se réunissent pour des randonnées dans les montagnes au nord de Madrid. Elena et son mari m'invitent à dîner au moins une fois par mois, leurs enfants m'accueillant maintenant avec des étreintes enthousiastes. J'ai moi-même commencé une thérapie, travaillant sur les effets persistants d'avoir grandi en tant qu'enfant moins favorisé. Les schémas établis dans l'enfance sont profonds, et les démêler prend du temps et de la patience. Mais à chaque séance, je me sens plus à l'aise dans ma peau, moins motivé par le besoin d'approbation que je ne recevrai peut-être jamais entièrement. Le développement le plus inattendu est peut-être venu le mois dernier, lorsque j'ai reçu un email de Ryan et Jessica Cooper, le couple qui a acheté ma maison à Boston. Ils ont joint des photos d'une pendaison de crémaillère qu'ils avaient organisée, les espaces rénovés remplis d'amis et de famille. « Nous voulions que tu vois comment ta maison est devenue notre foyer », a écrit Jessica. Chaque espace contient de nouveaux souvenirs maintenant. Au lieu de me sentir nostalgique ou plein de regrets, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. La maison avait rempli son rôle dans ma vie, un tremplin vers l'indépendance, un symbole de mon travail acharné et de mon autonomie. Maintenant, elle remplissait son rôle pour une autre famille, offrant le même sentiment d'accomplissement et d'abri que j'y avais autrefois trouvé. La semaine dernière, Amanda a appelé pour annoncer qu'elle avait été acceptée dans un programme de certification de parajuriste et qu'elle envisageait un changement de carrière. Je n'aurais jamais pensé retourner à l'école, a-t-elle admis. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que je devais construire ma propre vie, pas attendre que quelqu'un me la fournisse. Je suis fier de toi, lui ai-je dit, et je le pensais. Le voyage de cette nuit chaotique à ce moment de prise de conscience n'a pas dû être facile pour elle non plus. J'ai eu un bon exemple, a-t-elle dit doucement, même si je ne l'ai pas toujours apprécié à l'époque. Alors que le soleil se couche sur Madrid ce soir, je me retrouve à réfléchir à l'étrange séquence d'événements qui m'a conduit ici. Si mes parents n'avaient pas donné ces clés à Amanda, si elle n'était pas entrée dans la maison d'un inconnu en pensant que c'était toujours la mienne, aurais-je trouvé le courage d'affronter des décennies de schémas familiaux? Aurait-il été forcé de me voir vraiment, comme un adulte indépendant ayant le droit de faire ses propres choix? Parfois, les moments les plus douloureux deviennent les plus transformateurs.
L'incident de la clé, au sens propre comme au figuré, a déverrouillé une nouvelle phase de vie pour nous tous. Amanda trouve son indépendance. Mes parents reconsidèrent des hypothèses de longue date, et je construis une vie basée sur mes propres valeurs plutôt que sur des réactions aux attentes familiales. Je ne sais pas si je resterai à Madrid pour toujours. Le contrat de 2 ans à encore 18 mois, et Tech-Fusion a laissé entendre qu'ils aimeraient que j'envisage un poste permanent. Ce que je sais, c'est que, où que j'aille ensuite, je prendrai la décision en fonction de ce qui est bon pour moi, non par obligation, par peur ou par la quête sans fin d'approbation. La distance, à la fois géographique et émotionnelle, m'a donné une perspective que je ne pouvais pas trouver lorsque j'étais enchevêtré dans les dynamiques familiales. D'ici, je peux voir ma famille plus clairement, avec tous leurs défauts et leurs forces. Et peut-être plus important encore, je peux me voir plus clairement aussi. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec votre famille? La distance, physique ou émotionnelle, vous a-t-elle déjà donné de la clarté sur des relations qui étaient trop proches pour être vues clairement? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour en entendre plus sur la navigation des dynamiques familiales en tant qu'adulte. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des schémas familiaux similaires, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls face à ces défis les rend plus faciles à affronter. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, parfois, les clés que nous pensons ouvrir des portes vers notre passé déverrouillent en réalité des chemins vers notre avenir.